Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Alors depuis le début de la semaine, on vous fait revivre les temps forts de l'émission Le 7-8. On s'intéresse ce soir au mois de novembre. À quelques jours de la Coupe du Monde, nous vous faisions découvrir les coulisses de Clairefontaine. Mais avant ça, petit détour par Thoiry et ses lumières sauvages. La féerie est en rendez-vous pour le Zoopark et sur place, on retrouve tout de suite Gabriel Gontier. Rebonsoir, et je le disais tout à l'heure, Gabriel, le rendez-vous a débuté depuis quelques jours et depuis le 30 octobre. Exactement Grégory, depuis le 30 octobre et justement je suis avec Guillaume Tiffreau qui est le directeur d'exploitation du Zoo Safari de Thoiry pour nous parler de cet événement. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on peut voir derrière nous et comment vous avez organisé cette année les expositions ? Alors, les Lumières Sauvages, c'est un parcours dans les jardins du château de Thoiry de plus de 2000 lanternes. Et c'est un travail qui, pour nous, commence au mois de juin avec la préparation, la rénovation des lanternes de nos ateliers. Et puis, on reçoit à partir de fin août des nouvelles lanternes et on installe tout ça pour être prêt pour ouvrir fin octobre. Et alors, justement, c'est la 5e édition. Comment vous faites pour vous renouveler tous les ans pour trouver des nouvelles idées ? Alors, en fait, les scènes changent. Là, on est dans une zone marine. L'année dernière, c'était un thème totalement différent. On réutilise chaque année des lanternes, on va dire on recycle nos lanternes et on recrée des nouvelles scénographies à chaque fois. Et puis on a des pièces majeures qui peuvent venir d'une année sur l'autre. Là on le voit peut-être, il y a des requins énormes, donc ça fait partie des effets un peu waouh qu'on met chaque année. Et alors il y a une partie de la confection de ces lanternes qui se fait en Chine par des ouvriers chinois. Comment ça se passe ? Des artistes même plutôt, je pense que c'est le terme. Exactement, c'est un art chinois en fait qui vient de la région du Sichuan. C'est les lanternes traditionnelles. Sur la base de dessins et de croquis que nous faisons ici à Thoiry par nos équipes internes, ils réalisent les lanternes et après elles nous sont transmises via bateau ici. Et après, nous, il y a une partie des lanternes aussi qu'on a appris maintenant à rénover. Il y a quelques années, les artistes venaient ici, ils ont pu transmettre un peu leur savoir à nos équipes. Et du coup, maintenant, c'est un travail en partenariat entre eux et nous. Alors, Thoiry Lumières Sauvages, c'est maintenant un incontournable du zoo. Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien année après année ? Alors c'est devenu un vrai rendez-vous. Je pense que ce qui marche bien, c'est que le fait qu'on se renouvelle. On a des gens qui viennent chaque année, à chaque fois c'est différent, on en prend plein les yeux. Même nous, les équipes, c'est toujours une surprise aux premiers allumages fin octobre. Donc je pense que c'est ce qui plaît beaucoup. Et puis c'est un moment qui est assez magique, qui dure pendant plusieurs mois, puisqu'on commence le 30 octobre et cette année on va finir le 5 mars. Et donc vous pouvez venir à différents moments de l'année, au moment des fêtes. On a beaucoup de familles qui viennent pour voir cet festival-là aussi. Alors là, justement, on est dans la période de vacances scolaires. Vous avez eu déjà de nombreux visiteurs qui sont venus ? Alors on a fait notre plus grosse ouverture sur les 5 ans. Voilà, on avait plus de 7000 personnes le premier dimanche d'ouverture, ce qui est pour nous un record. Donc on est très satisfait de ça. C'est important pour les équipes de voir que leur travail de plusieurs mois soit apprécié. Et là, on l'a vu pendant toutes les vacances, il y a beaucoup de monde. Donc ça, c'est vraiment plaisant pour nous. Et ça veut dire que, encore une fois, on a réussi notre pari. Alors cette année, avec les conditions qu'on connaît, la sobriété énergétique, les restrictions, est-ce que à un moment ça a été remis en cause, ces illuminations ? Comment vous vous êtes adapté ? Alors remis en cause, non, c'est quand même bien posé les questions. Encore une fois, c'est comme tout à chacun. L'énergie, c'est aussi important dans les budgets d'un parc animalier. Mais depuis plusieurs années, en fait, le zoo est dans une démarche de protection de la nature, d'économie de ressources. Donc voilà, donc c'est des gestes au quotidien sur éteindre les lumières dans les toilettes, des éclairages de présence. Et nous, sur le festival, cette année, on consomme 20% de moins que les années précédentes, principalement dû au fait qu'on a réduit nos horaires d'allumage des lanternes. Et puis, 100% de nos lanternes et des différentes guirlandes sont en LED. Merci beaucoup Guillaume Tiffreau. Je rappelle que vous êtes directeur d'exploitation au Zoo Safari de Thoiry et que ces illuminations sont à découvrir jusqu'au 5 mars. Et merci à vous, à Gabriel Gontier, aussi à Patrick Jacques de Dixmude qui était présent sur place aux moyens techniques. Nicolas Landry, vous souhaitiez réagir ? Oui, juste prévenir Gabriel, attention, derrière vous avez une tortue. Genre, je sais pas ce qu'elle va faire, mais attention à vous quand même. Effectivement, on va continuer d'aller découvrir tout ça. Nicolas, et c'est le moment tant attendu dans cette émission, c'est une nouveauté dans le 7-8, on l'avait expérimenté la semaine dernière, on va jouer avec vous et d'ailleurs nos invités sont même restés avec nous, Pauline Arion et Audrey Lepère, merci d'être restés. Et avec vous... Avec quoi on va jouer ? Avec le nom des habitants des Yvelines, je crois. C'est ça ? Exactement. Alors, des communes yvelinoises. Le but de ce quiz, c'est de vous faire découvrir la culture yvelinoise à travers un petit jeu entre nous, avec nos invités. Vous pouvez aussi jouer sur les réseaux sociaux, vu que vous qui nous suivez sur Facebook, LinkedIn ou encore YouTube.
Alors, première question, Grégory. Je montre juste ma feuille aux invités, je n'ai pas les réponses. Hein, voilà, Je juste n'ai pour pas les dire, réponses. Je suis le seul à posséder les réponses et en régie aussi, ils ont les réponses. Mais alors, Grégory, je sais que vous connaissez la réponse à la première question, donc vous pouvez laisser peut-être nos invités Je ne joue pas alors. répondre à cette question. Comment appelle-t-on les habitants de Montigny-le-Bretonneux? Est-ce qu'on a droit à un joker? Quelle sorte de joker? La question s'affiche d'ailleurs à l'écran. Hein. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Bon, Grégory, vous pouvez donner la réponse. Les Inimontains. Inimontain Oui, et Inimontaine. Deuxième question. Donc, dans quelle commune vivent les Carillons et les Carillonnes? Très bonne question. Grégory, est-ce que vous avez la réponse? Les Carillons et les Carillonnes. Je serais plutôt parti pour un des carrières, non? Peut-être, oui, une ville commune. Ville voisine de Poissy. Hein. Je me suis demandé effectivement si c'était pas carrière, ceux qui est sur carrière sur Poissy ou ceux qui. Enfin, c'est une carrière tout simplement. Carrière-sur-Seine. C'est Carrière-sur-Seine. Voilà. Donc les Carillons et les Carillonnes. pour les habitants de la commune de Carrière-sur-Seine, la réponse s'affiche à l'écran. Troisième question, comment sont appelés selon vous les habitants de Saint-Nom-la-Bretèche? Oui. Le Bretonniois, on n'a pas quelque chose comme ça un petit peu? Non. Alors, non. Suggestion, Polinario? Absolument pas. Commune voisine de Westfield par les deux d'ailleurs. J'ai presque honte en fait. C'est un bon quelque chose autour de Bretèche peut-être, ça commencerait par un B? Non. Est-ce que c'est un mot composé? Oui, Ah, c'est déjà. un nom composé. Eh bien, ils reprennent l'ensemble du nom de la ville finalement en donnant Saint-Nommé Bretechois et les Saint-Nomaises Bretechoises. Ah, ouais. Voilà. Ah oui, il est compliqué celui-là. Celui-là est compliqué. Attendez le quatrième. Comment appelle-t-on les habitants de Toussus-le-Noble? Alors déjà, est-ce que vous savez où se situe Toussus-le-Noble, peut-être dans les Yvelines? Oui. Non, je ne sais pas. C'est une commune voisine à la porte du territoire essonien, juste après Saint-Quentin en Yvelines. Avec un aérodrome sur le territoire. L'aérodrome de Toussus-le-Noble, une ville connue pour son aérodrome. Alors, selon vous, comment s'appellent les habitants de cette ville? Non, vous n'avez pas d'idée, Grégory? Non, j'avoue, là je sèche aussi, peut-être autour de Nobles. Les Noblitains? Pas nobles, non. Il suffit de prendre le terme du prix, le prix Nobel, et vous mettez Nobel Tussois et les Nobel Tussoises. Ah, oui. voilà, C'est donc joli. ça c'est les habitants. Très joli. Très joli, les invités apprécient cette commune, donc voilà. Et allez, dernière question, dernière commune, comment sont appelés les habitants de Saint-Arnoux en Yvelines? Ça je sais. 50-50. Je pense qu'il va falloir intégrer des bonus dans ce quiz, Grégory. C'est ça, un appel notamment pour les invités. Là, il y a un copyright d'une autre émission. Alors, un petit indice, vous prenez juste le terme Arnoux. Saint-Arnoux en Yvelines, vous prenez juste le terme Arnoux et vous pouvez constituer du coup le nom des habitants de cette commune. Les Arnoutiens, les Arnoussois, c'est peut-être un peu trop compliqué. Non, c'est plus compliqué, C'est plus compliqué que ça. Non, vous séchez aussi? Bon. Les Arnaulitains? Non. Je pensais l'avoir. Voilà. On va voir la les réponse. Arnaulitains. Si on peut afficher la réponse, donc ce sont les Arnolfiens. Ah oui. Et D'accord. les Arnolfiennes. Alors j'espère que vous en avez appris un peu plus Oui. du coup. Je peux me permettre, on Allez-y. dit les gentilés. Ça s'appelle les personnes qui habitent dans une Oui. ville. C'est les gentilés de gentilés. telle ville, par exemple les gentilés de Poissy, ce sont les Pissiaquais. Et les Pissiaquaises, donc les habitants ou les gentilés. Et les Chénais courtois pour le Chénet Rocancourt. Tout à Puisque fait. le Chénet et Rocancourt sont regroupés depuis quelques années. C'est ça. maintenant. Bon, on en apprend tous les jours, donc tous les jeudis, sur la culture Le petit quiz. yvelinoise, voilà, avec Pour en ces savoir petits quiz. tous. Chaque semaine, retrouvez le VYP sur TV78, Very Yvelinoise. Personne est consacré aux personnalités du territoire yvelinois. Focus cette fois-ci, non pas sur une personne, mais sur une émission. L'Anti-Sèche, c'est le rendez-vous culturel qui vous propose d'apprendre tout en s'amusant. C'est chaque mercredi de 20h à 21h sur les ondes de Marmite FM 88.4. L'équipe de bénévoles a entamé depuis la rentrée sa 7e saison. Regardez un extrait de l'émission. L'émission que personne ne sèche, ça c'est le slogan. Le concept de l'émission, c'est un rendez-vous décalé, apprendre tout en s'amusant, c'est ça l'idée, avec de la bonne humeur, c'est le maître mot.
Oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est on va apprendre, on va décompresser. Voilà, on va se faire une petite soupape de décompression le mercredi soir entre 20h et 21h. On va découvrir des artistes locaux. On va apprendre plein de choses sur la culture et surtout, je pense qu'on va apprendre des choses qu'on n'entend pas partout dans les médias. Et voilà, et c'est ça l'idée, c'est de passer un bon moment et de retenir des choses qu'on peut raconter, par exemple, le lendemain à la machine à café. Oui, c'est ça aussi l'idée. Alors Claire, tu avais dit dans un reportage qu'on avait consacré à l'émission Anti-Sèche, l'idée c'est de poser son cerveau. Est-ce que tu peux préciser voilà, d'emblée on commence avec les petits dossiers, mais c'est quoi l'idée? Poser son cerveau, c'est-à-dire déconnecter, comme le disait Julien, et voilà, apprendre en s'amusant. C'est ça l'idée. C'est complètement ça. C'est-à-dire que ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait on apprend, mais en fait on se rend même pas compte qu'on apprend. C'est du divertissement, on s'amuse en fait, tout simplement. Derrière l'émission, c'est Jolie Prod, c'est l'association Jolie Prod. Si on peut dire aussi un mot sur Jolie Prod, c'est quoi Jolie Prod? Alors Jolie Prod, c'est une association yvelinoise qui accompagne et développe des projets culturels, qui est là pour promouvoir la culture locale et mettre en réseau des amateurs et des professionnels. Et bien l'Anti-Sèche, ça reprend un petit peu tout ça aussi. À travers cette émission, on a la chance de pouvoir être en partenariat avec des salles de spectacle de l'agglomération pour offrir des places aux auditeurs et auditrices, mais également on a un partenariat qui est très fort avec Marmite FM qui nous permet de faire cette émission toutes les semaines, qui nous fait confiance, qui nous accompagne sur ce projet. Et voilà. Et donc là, le lien entre les amateurs et les professionnels existe vraiment. Et voilà, Jolie Prod, c'est ça, tout simplement. Marmite FM, bien sûr, installé à Trappes. On est tout proche de ce 30e anniversaire de Déclic Théâtre, compagnie fondée en 1993 par Alain Degois et Jean-Baptiste Chauvin. On rappelle les grands noms qui ont débuté. Forcément, il y en a beaucoup. Jamel Debbouze, Sophia Aram, Arnaud de Samer, Issa Doumbia, Laurie Perret, Mathieu Longat, pour ne citer que. C'est dans un coin de votre tête déjà ce 30e anniversaire? Ça va arriver vite? Tout à fait. Alors pour l'instant, je vais vous dire la vérité, c'est vraiment dans un coin de la tête. On le sait qu'on va devoir faire ça, mais après on a une activité très riche et très palpitante de manière assez quotidienne. Cette année, on accueille les mondiaux aussi d'improvisation junior. Ça sera la première semaine des vacances de février. Donc voilà, il va y avoir des événements comme ça. Donc oui, on est déjà en train de mettre les premiers jalons, mais pour l'instant, on n'a pas encore... Voilà, on y travaille et puis quand ça sera le moment d'appuyer sur le champignon, on saura faire. Plongé dans la féerie du conte de la Belle et la Bête au château de Maisons-Laffitte, la société de production Polaris organise un spectacle immersif avec 8 décors de cinéma, 20 comédiens, 24 danseurs et 500 bénévoles. Mathilde Francou et Julien Leroy ont pu assister à l'une des répétitions générales. Il était une fois dans un pays lointain, un jeune prince qui vivait dans un château. Ces quelques mots vous disent peut-être quelque chose. La société de production Polaris revient dans les Yvelines avec un tout nouveau spectacle immersif sur le conte de la Belle et la Bête au château de Maisons-Laffitte. En plus des décors et des costumes, on invite les spectateurs à se glisser dans les scènes. Donc, c'est des espaces qui sont parfois un peu étroits, un peu petits. On va passer par des escaliers secrets en colimaçon, des lieux que le public ne visite habituellement pas. C'est un château qui nous permet vraiment de faire vivre le conte de la Belle et la Bête, en fait. Voilà. Les espaces s'adaptent très bien à ce conte. Par exemple, la salle de bal qui est très très belle avec ses lustres, etc. Au total, 500 volontaires et comédiens professionnels seront présents pour vous plonger dans un univers féerique. Pour rendre la magie possible, il y a plus de 6 groupes en fait, de comédiens, d'une centaine de comédiens qui vont se relayer du matin jusqu'au soir. Le spectacle commence à 9h, il se termine à minuit, il ne s'arrête jamais. C'est sans doute un peu trop. Oui, je l'avais dit, si on le laisse vous habiller, vous allez être transformé en citrouille. Essayons quelque chose de plus moderne. Alors moi, je suis dans les cuisines et je ne donnerai pas mon rôle, c'est une surprise. Comme ça vous invite à venir voir le spectacle. Pour moi, c'est une première. J'ai fait un peu de théâtre, et j'aime ça d'ailleurs, mais c'est la première fois que je joue pour Polaris et je pense pas que ça soit la dernière. Je vis un rêve de petite fille, c'est-à-dire que je vais danser pendant le bal avec la Belle et la Bête, et pour moi, c'est exceptionnel. C'est, je pense, la seule fois de ma vie où je pourrais danser dans le château de Maisons-Laffitte.
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, le spectacle aura lieu sur 4 semaines, du 18 novembre au 18 décembre, l'occasion de vérifier s'ils vécurent bien heureux pour toujours. On en parlait en début d'émission, le Movember, ce mois pour sensibiliser au cancer masculin. Freddy Paillard, vous êtes connecté avec nous à distance. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous êtes ambassadeur de ce mouvement qui existe depuis 2023, un certain nombre d'années. Quel est son impact aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de plus en plus de dépistage grâce à ce mouvement? Donc en fait, le mouvement il a été créé en 2003 en Australie. 2003. Et donc il est arrivé en France en 2011-2012. Donc c'est assez récent. On connaît beaucoup Octobre Rose pour les femmes, les cancers féminins en octobre. On connaît beaucoup le Téléthon. Et entre les deux, il y a le mois de novembre qui est dédié aux maladies masculines. Donc en fait, Movember, c'est une communauté de rockstars qui récoltent des fonds, qui se mobilisent pour faire bouger les choses en termes de santé mentale, prévention du suicide et dans la lutte contre les cancers de la prostate et des testicules. Donc l'idée avec la moustache, c'est de faire prendre conscience aux personnes d'aller se faire dépister. Et parce que c'est encore des sujets qui sont tabous chez les hommes. Après le succès de la web-série Osef, qui a rassemblé plus de 350 000 vues sur YouTube, le réalisateur Benjamin Pallier s'est lancé dans la réalisation d'une nouvelle web-série intitulée OKLM. Céline Charles a assisté à un tournage d'un des épisodes avec les élèves du collège Sainte-Thérèse à Rambouillet. Regardez. Silence, moteur, annonce, J'enchaîne sur une, prise 2. Et action. L'équipe de tournage du jour, c'est Stanislas, Gaspard ou encore Roman, tous inscrits au cours de pratique cinématographique dispensé au collège Sainte-Thérèse de Rambouillet. Ils sont 10 au total et préparent une web-série appelée OKLM avec leur professeur, le réalisateur Benjamin Pallier, originaire de Rambouillet. C'est une série pour les adolescents, qui a été réalisée en gros pour les adolescents pour parler des problèmes que peuvent rencontrer certains adolescents dans leur scolarité. Je joue Nathan, donc l'autre rôle principal c'est Enola. On est les deux personnages de la série qui vont aller dans un kebab raconter leurs problèmes aux autres, aux assistants du kebab qui tiennent le kebab. Donc on va leur parler de nos problèmes et ils vont nous parler de choses qu'ils ont vécues en lien avec ces problèmes et ils vont nous apporter des solutions. Tenir la perche, vérifier l'enregistreur, faire le clap ou encore le making-of. Sur le tournage, tous les élèves ont un poste qui change au fil des prises. Un cours avec un véritable intérêt pédagogique, il permet aux élèves de découvrir les différents métiers du cinéma. Moi ce que je préfère faire c'est le clap. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le truc, l'image du cinéma, quand on tourne sur les dessins animés, on voit toujours le clap. Je préfère faire l'acteur parce que en fait j'aime beaucoup, je suis très à l'aise à l'oral et j'aime beaucoup faire ce genre de choses, j'aime beaucoup incarner un personnage. C'est de voir la progression et l'effort des autres par rapport à quand on filme, à la première prise et à la dernière prise qu'on prend, et voir le rendu final, tu dis waouh. Pour les films, on voit vraiment que les acteurs, mais que derrière il y a plein de monde pour tout préparer. Séparation des parents, harcèlement ou encore stress, la web-série aborde des sujets propres à l'adolescence, des thématiques que nos cinéastes en herbe connaissent très bien. Je fais une élève en cure de désintoxication pour les jeux vidéo, parce que c'est un peu que je suis addict aussi dans la vraie vie. Je trouve que c'est très important d'en parler parce qu'il y a plein d'élèves qui sont concernés et qui peuvent avoir ces problèmes-là. C'est ce qui se passe au collège, c'est les discussions qu'on a, les profs, les amis. Et l'amour, j'ai oublié. Sujet principal au collège. Eux, ils sont contents qu'on parle d'eux, qu'on parle de leurs petites aventures du quotidien qu'on a vécu nous aussi. Et donc, même pour nous, il y a un côté nostalgie. Et donc, c'est toujours sympa. Benoît Allman, voix de Morgan Freeman, et Alexandre Gillet, voix française de Ryan Gosling, font également partie du casting. La web-série comprendra 7 épisodes et devrait sortir au printemps prochain. L'association Un enfant, une famille permet à des familles isolées de favoriser leur intégration et de créer des liens sociaux. Et Gabriel Gontier a rencontré Aurélie et Alice, toutes deux membres de l'association. Regardez.
les 2 semaines, Aurélie, marraine au sein de l'association Un enfant, une famille, accueille avec son mari, Alice, une fillette de 6 ans. Au programme de la journée, un atelier maquillage pour préparer Halloween en compagnie d'Eliott, le neveu d'Aurélie. T'as peur de te voir? Non. Ah non, regarde pas, tu triches là. Une fois la transformation terminée, c'est session photo pour la filleule et sa marraine. Alice et Aurélie s'empressent de partager le moment avec les parents de la petite fille. Tu veux faire une vidéo à papa et maman pour leur montrer? Ok. Ouais. Maintenant? Juste une photo. Ah, ils vont adorer là. C'est bon, t'inquiète. Et tu leur fais un vocal? Coucou papa, coucou maman, coucou Annelle. J'espère que vous passez une très bonne journée. Moi j'en passe une très bonne. J'espère que la photo vous plaît. C'est moi qui ai choisi. Voilà, gros bisous à tous les 3. Originaire du Rwanda, en arrivant seul en France, les parents d'Alice souhaitaient retrouver des liens familiaux pour leurs enfants. D'où l'importance de la proximité car pour les vacances, Alice va passer quelques jours dans sa famille d'accueil. Je resterai chez ma marraine pour dormir 4 jours. Il y a des activités qui sont prévues? Oui, on va aller voir un parc où il y aura des animaux. Une famille par extension où chacun trouve son intérêt. Pour Aurélie, dont la maman a été famille d'accueil à l'ASE toute son enfance, c'est avant tout un engagement citoyen et une aventure humaine. Moi, je la vois vraiment comme une aventure gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'évidemment, on apporte à l'enfant une ouverture, des activités qu'il ne connaît pas forcément. Mais nous aussi, on apprend énormément. Et vraiment, moi, je trouve que c'est une aventure qui est vraiment gagnant-gagnant. Et je la conseille à tout le monde parce que c'est super chouette, on vit des super moments et puis c'est super enrichissant. C'est excellent. Il y a quelqu'un qui fait des grimaces. Après près d'1 an passé ensemble, la famille d'Alice fait partie intégrante de la vie d'Aurélie et son mari. Une chance pour la petite fille, car comme le dit le proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Au revoir. Première question, hein. J'ai 6 questions pour vous. Vous pouvez jouer, bien évidemment, les invités. Vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi jouer. Alors, première question, eh bien, tout simplement, quand est-ce qu'a été signé le traité de Versailles ? 1919. Alors oui, mais alors je veux la date exacte. À la date exacte, non. C'était 1919. En juin, il me semble. Ah, je suis pas sûre. C'est en juin. Vous avez une idée de la date ? Non. Bon, allez, on regarde la réponse tout de suite. Du 28 juin 1919. Bravo Gabriel. Bien Gabriel, bien. Vous progressez Gabriel. Alors je tiens à le préciser, il y a 2 personnes qui ont une licence d'histoire autour de cette table, voilà. Donc on verra à la fin s'il y a bon conservé ce titre. Voilà. Bonjour, bienvenue au Centre national du football de Clairefontaine. Je suis Eric Latronico, le directeur du centre. Ce site mythique permet d'accueillir et accueillir à travers les temps, depuis maintenant plus de 30 ans, différentes sélections nationales, les différentes équipes de France qui se sont succédées. C'est pas loin de 16 sélections nationales qui sont venues sur le centre, dont bien évidemment l'équipe de France A, qui prochainement jouera sa prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et maintenant, on va aller faire un petit tour sur le centre pour pouvoir voir les coulisses et voir comment l'équipe de France va pouvoir se préparer pour cette Coupe du Monde. Suivez-moi. Et nous voici maintenant devant la résidence de l'équipe de France, cette mythique résidence qu'on appelle le château. Lieu de résidence de l'équipe de France et de préparation évidemment de ces divers événements et de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et quand on parle du château, bien évidemment, on parle de ces marches, ces fameuses marches, lieu de prestige, puisque c'est là, ces marches qui permettent d'accueillir les joueurs pour la première fois dans la résidence de l'équipe de France, qui vont pouvoir découvrir ce bâtiment lorsqu'ils arrivent sur le site. Le salon Aimé Jacquet est un espace qui permet d'accueillir les joueurs, qui est une zone de loisirs finalement, donc une zone d'échange qui est propice pour créer le collectif, où les joueurs vont pouvoir passer du temps ensemble. Rigoler, discuter, jouer. Donc vous avez un baby-foot que les joueurs aiment bien pratiquer. Vous avez une table de ping-pong également qu'on vient installer ici. Et puis les joueurs aiment particulièrement jouer aux cartes également.
Donc c'est l'occasion pour eux de se retrouver et d'échanger ensemble. L'espace ici, il est particulier. C'est un petit bureau qui permet au coach de pouvoir s'isoler avec 1 ou 2 joueurs pour pouvoir parler tranquillement à l'abri des regards, préparer des aspects tactiques, techniques avec les joueurs. À chaque rassemblement, dès lors que les joueurs se retrouvent, on va diffuser en boucle sur les différents écrans que vous pouvez voir les derniers matchs de nos futurs adversaires. Donc typiquement pour la prochaine Coupe du Monde, ce sera le match de l'Australie, dernier match de l'Australie, qui sera diffusé pour que les joueurs puissent s'en imprégner et puissent voir un petit peu comment évolue l'adversaire. Chaque joueur a une chambre individuelle qui lui est attribuée par le coach. Comme vous pouvez le voir, elles sont confortables, sans rien d'ostentatoire, mais l'objectif c'est que les joueurs puissent se préparer dans les meilleures conditions, avec une attention particulière sur la literie, bien évidemment, pour que les joueurs puissent dormir le mieux possible. Chaque joueur a sa propre chambre et donc est seul dans sa chambre. Nous voici dans la zone de récupération, donc c'est un lieu essentiel évidemment pour la récupération des sportifs, parce que cette salle elle permet d'accueillir les joueurs et de récupérer après l'entraînement, de récupérer après les matchs pour pouvoir être performant dès le lendemain ou dès le surlendemain. Donc on va retrouver différentes zones. Vous avez une zone ici technique avec des appareils de musculation, de cardio qui permettent aux joueurs de récupérer. Vous avez une zone également humide avec des bassins, un bassin d'eau froide et un bassin d'eau chaude pour favoriser la récupération entre les entraînements, et également une zone technique plus pour la partie soins et massages de la part des kinés. Chaque rassemblement, bien évidemment, il y a toujours un passage par la case conférence de presse. Et ces conférences de presse se déroulent ici, dans cet amphithéâtre Fernand Sastre, de 250 places, avec en contrebas l'estrade où vont se positionner l'entraîneur et les joueurs avec la presse pour pouvoir interviewer l'ensemble des protagonistes. Nous terminons cette visite par le terrain qui se trouve derrière moi, qui est le terrain Pibaro, terrain d'honneur de l'équipe de France, avec une tribune de 500 places. C'est là où les supporters peuvent venir acclamer l'équipe, la soutenir. Et puis les journalistes également, lorsque les entraînements sont ouverts aux médias. Beaucoup de joueurs, depuis 1988, vous avez quand même un grand nombre de joueurs de haut niveau qui sont passés ici, ne serait-ce que pour citer Thierry Henry par exemple, mais vous avez également plus récemment des joueurs comme Kylian Mbappé, comme Antoine Griezmann, comme Paul Pogba, qui viennent s'entraîner ici. Après cette visite, nous allons en terminer. Donc vous voyez, l'équipe de France va arriver prochainement, se préparer pour le Qatar. On va passer 2 jours ici au Centre national du football avant de pouvoir s'envoler pour cette prochaine Coupe du Monde. Et allez les Bleus! Et nous retrouvons Michael Elmidoro sur place. Michael, vous êtes avec les supporters. Quelle est l'ambiance sur place? Alors je suis précisément à côté des supporters, Mathilde. Les supporters sont juste derrière moi. Ils font beaucoup de bruit pour cette séance d'entraînement, la dernière avant le départ pour le Qatar. On a entendu les irrésistibles Français, Anthony Deschamps, la gloire d'Olivier Giroud, d'Antoine Griezmann ou de Kylian Mbappé. Ils sont environ 500 à peu près aujourd'hui dans les Yvelines à Clairefontaine pour soutenir cette équipe de France. Cette équipe de France qui du coup partira demain matin aux alentours de 8h30 de Clairefontaine pour direction l'aéroport pour prendre l'avion aux alentours de 10h30. Les joueurs français se sont ensuite déplacés sur le terrain d'honneur qui est juste derrière moi pour signer quelques autographes avec les supporters. On a pu notamment voir à quelques mètres de nous Antoine Griezmann plaisanter avec les supporters français ou encore Raphaël Varane, très serein, qui a dit qu'il était confiant en vue de cette Coupe du Monde. Et il y avait bien sûr les stars, qui a Karim Benzema et Kylian Mbappé qui se sont aussi arrêtés, se sont prêtés au jeu des autographes et bien sûr des selfies. Et là, juste derrière moi, il y a un petit entraînement depuis quelques minutes. On peut le voir, un petit match entre
remplaçants français et sûrement les titulaires. On ne sait pas encore, mais en tout cas un petit match bien sympathique. Et vous allez me parler d'une initiative originale du maire de La Verrière. Oui, effectivement, je vous propose de regarder tout de suite ces images. Il y a le chapeau, c'est un bicorne orné d'une cocarde tricolore. Vous avez aussi le pantalon avec un galon de commandement, puis la veste. Eh bien, ce sont les éléments qui composent la tenue traditionnelle d'un maire du 19e siècle. Nicolas Dainville, le maire de La Verrière, vient d'en faire l'acquisition, un costume acheté sur ses deniers personnels, je le précise, auprès d'un fabricant de tenues historiques. Et on écoute tout de suite le maire de La Verrière. On a la branche d'olivier sur les broderies qui symbolise en fait l'autorité civile. On a des petits boutons avec les lettres RF comme République française. Une tenue de maire qui en fait a été instituée par un décret impérial sous Napoléon III le 1er mars 1852 et ce décret n'a jamais été abrogé. C'est important dans notre période, dans notre époque, de ne pas avoir peur de nos traditions. Et donc on a compris le volet historique, Nicolas Dandry, mais à quelle occasion le maire de La Verrière porte-t-il ce costume ? Eh bien, encore une fois, je vais vous proposer de regarder ces images avec d'abord donc une statue de la Marianne, le maire qui entre dans une salle avec la tenue et le code civil à la main, on le voit entrer. Alors si je vous donne ces éléments, est-ce que vous pouvez deviner, Mathilde ? Je pense que c'est à l'occasion de mariage. Ben voilà, c'est ça en fait. C'est une tenue traditionnelle qui était portée déjà à l'époque au 19e siècle par les maires lors de mariage, mais aussi lors de baptême laïque. Hier, c'était la journée internationale des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés. Comme chaque année, la commanderie à Saint-Quentin-en-Yvelines a profité de ce rendez-vous pour organiser une table ronde. Des journalistes et auteurs victimes de répression et de censure dans leur pays pour leurs écrits ont pu témoigner. Regardez ce reportage de Julien Leroy. La liberté d'expression à tout prix, c'était le message qu'étaient venus partager les journalistes et auteurs exilés en France autour d'une table ronde à la commanderie à Elancourt. Dans le cadre de la journée internationale des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés, ces témoins mettaient en avant la répression et la censure subies pour leurs idées dans leur propre pays. Ce qui est inspirant, c'est surtout le parcours de ces personnes, la résilience, le courage, et puis ça permet aussi de relativiser et peut-être de mettre en avant la situation française et de se dire que finalement ici, on n'est pas si mal. Simon Suleimani, journaliste kurde, a été emprisonné pendant 16 mois après la tentative de coup d'État en 2016 pour ses oppositions au pouvoir turc. Après sa libération provisoire, il quittait illégalement le pays à la nage pour atteindre la Grèce. Il est aujourd'hui en France et continue d'exercer pour alerter sur la situation en Turquie. Nous avons beaucoup d'amis journalistes dans la région qui ne peuvent pas diffuser les nouvelles sous ce nom. Là, parce que le gouvernement toujours menace. On prépare ici, on diffuse ici, en sécurité. Enfin, en fait, France, ça nous donne cette chance de partager les nouvelles. Mikhail Bashkirov, auteur de théâtre et dramaturge russe, subissait la censure de ses œuvres en Russie. Il faisait face à des menaces et intimidations des services de police avec sa femme réalisatrice. Un de mes spectacles, il était vraiment interdit par la police, parce que la police elle est venue au spectacle. Votre spectacle humilie notre président, notre État, notre société, et ça continuer à faire ce spectacle, ça est devenu dangereux pour notre équipe. La guerre en Ukraine l'a poussé à fuir son pays avec sa femme et son enfant. 70 personnes étaient venues assister à cette table ronde. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'histoire de leur parcours, c'est la manière dont ils se sont battus pour leurs idées, pour leur liberté et pour venir jusqu'ici. Moi, je me sens toujours un peu silencieuse par rapport à de tels parcours. En parallèle de cette soirée, ces intervenants mènent des sensibilisations auprès des jeunes autour de la liberté d'expression dans les écoles saint-quentinoises. Céline, vous nous avez apporté un autre jeu. Un autre genre, moi c'est pour les fans de karaoké ou les fans de The Voice. Je pense qu'il y en a autour de ce plateau qui sont fans de karaoké en tout cas, dans la rédaction. Alors c'est le Shabada, comme le nom de la chanson aussi. C'est un jeu 100% yvelinois parce que il a été fabriqué par la marque de jeu de société Cocktail Games implantée à Versailles. Alors le principe il est simple, déjà il faut faire deux équipes de
4 à 50 personnes. Ensuite, vous piochez une carte. Il y a 2 mots dessus. Par exemple, ici, il y a marqué aimer ou save. C'est un mot en français ou en anglais. Et en fait, vous devez sortir des chansons, des extraits de chansons, en les chantant, bien sûr, hein, pas en les parlant, avec ce mot. Par exemple, si je vous dis le mot aimer, quelle chanson ça vous inspire ? On va s'aimer. Voilà. La comédie musicale Roméo et Juliette. Il faut chanter, il faut pas le dire. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est Montessio. Oui, c'est ça. Faut pas le chanter, voilà. C'était ça les paroles. Retour en enfance. Eh ben exactement. Du coup, en fait, il s'agit de trouver le maximum d'extraits, bien sûr, par équipe. Il y a une sorte de ping-pong qui se fait entre toutes les équipes. Et au bout d'un moment, l'équipe qui n'arrive plus à trouver, l'équipe adverse fait un décompte de 10 secondes et l'autre équipe remporte la carte. Au bout de 5 cartes, vous avez gagné le jeu. Vous pouvez recommencer. Et il y a aussi des petites subtilités. Il y a des cartes challenge, du coup, pour pimenter un peu le jeu. Par exemple, il faut chanter avec un accent de son choix. Donc, refaire évidemment toutes ces chansons avec l'accent québécois ou que sais-je. Donc voilà, c'est un jeu un peu amusant qu'on peut faire un peu partout dans les files d'attente, dans les transports. Dans les files d'attente. Voilà, vous pouvez chez le médecin, peu importe. Le mois de novembre a également été marqué par la rencontre avec de nombreuses personnalités yvelinoises comme le pâtissier Didier Ledemay qui a remporté le prix du meilleur pain au chocolat ou encore le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines, Guillaume Quéroux. Nous avons également rencontré le comédien Donald Regnault ou encore le rappeur Kurta. Coupe du monde au Qatar, beaucoup d'argent et peu d'honneur. Plus de 6000 travailleurs migrants se sont éteints pour voir briller quelques joueurs. J'ai trop la haine, car là où je suis, je peux pas faire grand chose. Et suis-je réellement prêt à passer à côté de ce qu'Mbappé va nous proposer ? Suis-je réellement prêt à passer à côté de ce que Mbappé va nous proposer ? Moi, je me suis beaucoup retrouvé, pour tout vous dire, dans ce passage, parce que moi-même étant fan de foot, il y a cette question. En tant que fan de foot, est-ce qu'on va regarder cette Coupe du Monde malgré ce dont on a parlé ? Est-ce que vous allez la regarder ? Est-ce que vous allez regarder peut-être les matchs des Bleus ou justement vous allez vous priver, vous allez boycotter cette Coupe du Monde ? Alors, soit je fais la réponse mytho, soit la réponse sincère. On veut la réponse sincère. Bon. Non, mais je me sens beaucoup moins concerné par cette Coupe du Monde. De plus, en plus, voilà, ce morceau, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est enregistré. J'ai enregistré cet été. Ayant écrit ce morceau, je vais pas suivre la Coupe du Monde à 100%. Même si le fait qu'on regarde ou qu'on regarde pas, clairement, aujourd'hui, ça ne change rien. Parce que c'est fait. Donc maintenant, je vais suivre de loin. Oui, j'ai envie de savoir quand même ce que vont faire les Bleus. Mais je me sens beaucoup moins concerné. Et moi, c'était une façon... C'est pas ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est que c'est pas un morceau. Je l'ai pas écrit que pour dire bon tiens, je vais réagir sur un fait d'actualité. C'est aussi parce que c'est ce que je pense tout simplement et que moi voilà, je suis un petit peu dégoûté de cet événement. Je vais suivre de loin, mais vraiment pas autant que les Coupes du Monde précédentes. Didier Ledemay a remporté le prix du meilleur pain au chocolat de France. Donc nous sommes allés à la rencontre du pâtissier dans sa boulangerie à Poissy. Bonjour. 3 pains au chocolat avec ceci. Dès l'ouverture, ils sont sur toutes les lèvres. Traditionnels ou plus travaillés, les pains au chocolat s'arrachent dans cette boulangerie de Poissy. Et pour cause, il s'agit du meilleur pain au chocolat de France. Le chef pâtissier Didier Ledemay a accepté de nous ouvrir les portes de sa cuisine. Là, on va découper les pains chocolat avec ce qui s'appelle une bicyclette. Ça permet d'aller plus vite. On va couper dans l'autre sens. Voilà, que ça soit bien régulier, c'est très important. De la précision et de la qualité dans chaque étape, c'est essentiel pour réussir un bon pain au chocolat. Pour Didier Ledemay, ça passe aussi par le choix des matières premières, comme ce chocolat venu d'Ardrécourt dans les Yvelines. Moi, je pense qu'en France, il y a beaucoup de savoir-faire. On a des artisans, on a tout ce qu'il faut en France. Ça ne sert à rien d'aller chercher ça ailleurs. Parce que la preuve, c'est qu'on arrive à faire de l'excellence. Donc, si on n'avait pas des matières premières de qualité, on n'y arriverait pas. Des produits de qualité et du savoir-faire acquis grâce à 35 ans de métier. Mais la vraie clé du succès est avant tout dans la passion et l'amour du partage. Faut aussi avoir l'amour des gens parce qu'il faut aimer faire plaisir. C'est tout ça qui fait que vous arrivez à l'excellence.
Tous ces ingrédients ont fait de la viennoiserie chocolatée de Didier Ledemay la meilleure de France. Vous voyez les feuillets du pain chocolat, ça c'est des couches successives de pâte beurre qui, comme ça a été bien travaillé, vous avez un bon feuilleté, donc un bon croustillant et un beau viennois. Et vous mangez ça, c'est juste magnifique. Je m'en lasserai jamais. Tant mieux, car prochain objectif pour le chef pâtissier, le concours du meilleur croissant. Une chose est sûre, il a déjà remporté le cœur et le palais des Pissiaquais. Alors voilà, pour vous, j'ai réalisé cette recette de petites pièces apéritives à base de saumon fumé, grenade, pommes granny, une chantilly au curcuma. Les œufs de truite, vous les trouvez en supermarché et les perles de citron, vous les trouverez sur internet pour les professionnels et vous pouvez, vous, amateurs gourmands, vous les procurer. Bon appétit! Daniel de Salder, est-ce que vous avez peut-être concocté ce plat à votre femme? Tout à l'heure, vous disiez qu'elle cuisinait, qu'elle cuisinait très bien. Ça vous a donné faim, Bernard Delatte? Oui, le curcuma a plein de vertus. C'est vraiment un bon élément pour la santé. En général, une compétition comme la Coupe du Monde, ça amène plus de licenciés? Alors, c'est toujours à l'issue, parce que pour le coup, avec la Coupe du Monde qui est placée dans cette période de la saison, donc du coup la saison est en cours, généralement c'est toujours lors de la période estivale et à l'issue de la période estivale que les futurs licenciés viennent au club. Donc là, on est dans un espèce de paradoxe. Néanmoins, je pense quand même qu'on aura des bons retours. Donc si la France performe, derrière, il est probable qu'on ait quelques appels en plus et qu'on voit voir peut-être avec nos partenaires de la mairie pour qu'ils nous donnent des terrains supplémentaires. Tant qu'on ne connaît pas l'entrepreneur, on ne peut pas savoir de quoi il retourne. Et on a toujours cette idée, par les médias, des fois un peu déformée, par le prisme des grandes entreprises, ou des entreprises qui se portent bien. Mais ce que je disais, quand vous dites je veux doubler le nombre d'entrepreneurs dans les Yvelines, c'est pas forcément des entreprises de 10 000 PME salariés. Voilà. On a par exemple, dans le département des Yvelines, on a par exemple 83 000 micro-entrepreneurs. Si ces 83 000 micro-entrepreneurs, sur les 132 000 entreprises, sont accompagnés et qu'ils peuvent embaucher un apprenti ou un salarié, vous voyez, on a créé 83 000 emplois. Donc vous n'avez pas besoin de grandes ambitions, juste un travail de fourmi de terrain et de porter ce message positif vers nos jeunes. Et vous voyez dans l'actualité d'aujourd'hui, je pense qu'on a un message vers nos jeunes. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'obstacles quand on veut devenir entrepreneur? On voit que votre parcours est sinueux d'embûches. Vous avez réussi avec rien, quoi, alors, pratiquement. Effectivement, il y a beaucoup d'obstacles finalement. Quand on voit votre CV, en tout cas. L'entrepreneuriat, vous mettez le doigt, effectivement, c'est un parcours d'obstacles. Et c'est un sport de haut niveau. Et pour lequel il faut s'entraîner sans cesse, sans relâche. Mais quand vous êtes dans un environnement et un écosystème favorable, eh bien, écoutez, on peut surmonter ces obstacles. Mais effectivement, créer une entreprise et créer même sa petite entreprise, c'est quelque chose d'accessible à tout le monde d'un côté, mais en même temps de l'autre, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est quelque chose de compliqué, mais la liberté n'a pas de prix. Et c'est ça, je veux dire, qui est intéressant dans l'aventure entrepreneuriale. Il y a des reconnaissances individuelles. Ça, cette coupe, c'est parce que vous avez été élue meilleure joueuse du match contre l'Italie, du quart de finale contre l'Italie, remporté 39-3. Et vous avez notamment fait cette action qu'on va voir tout de suite. And she's through a gap already, Boula. She's got support with her. The offload to Joanna Grisey. And France on the counter-attack have broken this one right open. Alors 2 minutes de jeu et on relance déjà de son fond de terrain, Émilie. Ouais, il fallait le faire. Je pense qu'on avait besoin de se faire plaisir, besoin de se rassurer collectivement et même individuellement. On s'était un peu enfermé offensivement dans un jeu d'occupation au pied et je pense que c'est nécessaire qu'on se libère et cette action elle a été le fruit de cette libération. Donc elle s'est soldée en plus par un essai pour Johanna, donc hyper positif et ouais, voilà, c'était vraiment du plaisir de commencer ce match comme ça et après il a été plutôt bon pour l'ensemble du collectif, donc c'était top. Les reconnaissances individuelles, c'est la deuxième fois on peut le dire que vous en recevez une, parce que en 2021, elle a été élue, vous avez été élue
meilleur essai du monde dans le rugby féminin. Ouais, exact. C'était l'année dernière. T'as en fait. Non, quand même pas. Oui, c'était sur mon premier essai international, ma première sélection. J'avais le trophée du plus bel essai, et là du coup le trophée de la joueuse du match sur le quart de finale de la Nouvelle-Zélande. Alors justement, vous parlez de cette première sélection. C'est une première sélection, c'était en 2021. Là maintenant, vous avez 19 sélections, vous avez seulement 22 ans, et vous avez commencé le rugby en 2017. C'est fou. Enfin, c'est une carrière en accélération de dingue. Ouais, ça a été assez vite. Tout s'est vite enchaîné. J'ai eu la chance de faire dès mes premières années de rugby des sélections soit intersecteurs, régionales, etc., qui m'ont amené aux sélections nationales. Et après, j'ai intégré le pôle France du coup, et j'ai fait les sélections avec le 7 développement. Et je pense que c'est cette discipline qui m'a permis de progresser rapidement sur tous les aspects du rugby, et qui m'ont ouvert les portes aussi du 15 derrière pour devenir international à 15. Vous avez commencé à Chilly-Mazarin en 2017, et puis là vous quittez le club, vous prenez votre envol direction le sud-ouest. Exactement, direction toute la région toulousaine. Je m'en vais à Blagnac du coup, voir ce qui se fait de mieux, je pense, dans le rugby féminin français actuellement. J'ai passé 5 années extraordinaires à Chili. Ils m'ont tout appris, clairement. On avait une équipe incroyable. Et voilà, je pense qu'il était temps de quitter le bateau, d'aller voir autre chose, de se confronter à meilleur, à plus de concurrence, etc. Je pense que ça me fera que progresser. Et j'espère que ça m'ouvrira les portes d'encore de nouvelles sélections à l'avenir. Vous avez sûrement déjà entendu sa voix. Donald Renew est dans le métier depuis 30 ans. Parmi sa voxographie, Titeuf, Andrew Garfield ou encore Jess Eisenberg. Et chose que vous ne savez peut-être pas, Donald Renew a grandi à Bois d'Arcy. Il est l'invité de Mélanie Poquet dans un nouveau numéro du VYP. On regarde un extrait. Je suis tombé dedans petit, par un petit coup de pouce, mais j'ai entretenu cette chance, mais j'en faisais pas un objectif. Et le doublage n'avait pas la hype, la visibilité qu'il y a maintenant, mais c'est vrai que c'est cool, hein, c'est un parcours atypique. Et puis par le chant, et pourtant vous chantez pas souvent, je crois que ça part La Reine des Neiges 2. Ouais. C'est vrai que c'est pas mon fort, le chant. Ça me permet d'avoir des rôles souvent chez Disney, parler, chanter, mais je suis pas proprement parlé chanteur parce que je m'en sens pas les capacités. Donc en comédien, je suis capable de proposer 10 versions différentes par prise et qui ont rien à voir. En chant, je suis capable de chanter juste, ça s'arrêtera là. Donc je peux pas interpréter plus que ça. Alors, Reine des Neiges, on est arrivé presque à aujourd'hui, mais au début, vous dites des chants, des voix additionnelles, et le premier rôle, vous tapez quand même très fort. Andy, Toy Story. Ouais. Alors, ce n'est pas le premier rôle, mais en tout cas, c'est le premier vrai gros rôle qui m'a lancé, effectivement. C'est vrai que le bouche à oreille après ce film-là a été énorme. Et voilà, vu qu'on est dans les Yvelines, j'étais au collège Mozart et j'ai arrêté le collège traditionnel le jour de l'avant-première pour partir en cours par correspondance. Et il m'avait dit que c'était pas un métier de faire comédien. Donc voilà, je pense que vous êtes la preuve vivante que... Mais je peux comprendre parce que c'est un métier qui fait peur, c'est un métier qui est précaire. Moi, je m'en sors très bien et qui est très hasardeux, mais c'est vrai qu'on peut très vite avoir des longs moments sans travailler. Donc je peux comprendre qu'ils étaient inquiets, mais je suis content d'avoir eu raison et de croire en moi. Des lumières de la musique, une piste qui s'illumine. Bienvenue sur la 3e étape de l'UCI Trek Champions League, un événement programmé pour la première fois au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines et qui réunit les meilleurs pistards mondiaux avec un objectif en tête pour les organisateurs, casser les codes. L'ADN de l'UCI Trek Champions League, c'est vraiment de fabriquer de l'entertainment autour du cyclisme sur piste, donc des animations à travers de la nouvelle technologie. On va conserver exclusivement les formats les plus impressionnants en matière de sport, toujours autour du cyclisme sur piste, et c'est vraiment pour se démarquer de ce qui peut se faire d'habitude et de continuer à développer cette pratique, d'attirer encore plus de monde, des familles, comme ce qui se fait en Angleterre, à Berlin, d'attirer tout ce monde-là en France et plus particulièrement à Saint-Quentin-en-Yvelines, au Vélodrome National. Au total, plus de 3000 spectateurs sont venus voir ce spectacle ce samedi 26 novembre. Le show il est très bien, ils ont mis de la musique, il y a de l'ambiance, avec un jeu de lumière, ça change de l'habitude, ouais. C'est mieux comme ça. Mais je pense qu'ils ont trouvé le bon principe pour faire vibrer les spectateurs
et faire venir tous les passionnés de vélo dans les vélodromes. Le public a pu voir une victoire de la favorite locale Mathilde Gros. La pistarde qui s'entraîne dans la structure s'est imposée face à la Colombienne Marta Bayona. En vitesse, elle termine deuxième sur le Keirin. C'est toujours des superbes émotions. En plus, il y avait beaucoup de monde, donc non, c'est cool. Ma famille toujours au même endroit dans les tribunes. Non, franchement, ça fait que des bons souvenirs pour toute ma vie, quoi. L'UCI Trek Champions League devrait revenir l'année prochaine pour une nouvelle édition, au plus grand bonheur des spectateurs. Et les deux barriques, en fait, deux styles de barriques, sont vraiment la signature de la distillerie, c'est-à-dire que la valeur ajoutée, leur rapport aromatique est très différent. Les barriques de Bourbon qui ont contenu du Bourbon vont amener beaucoup de rondeur, beaucoup d'arômes sucrés comme un peu de la caramel, vanille, peut-être une pointe de banane. Et la barrique de Bordeaux, au contraire, va ramener des notes beaucoup plus sèches, beaucoup plus tanniques, beaucoup plus boisées. Pour finir le plat, la petite émulsion, une petite entrée d'automne. Donc notre petite recette d'œufs pochés à la gastache, cèpe et girolles. Ma petite astuce pour pocher l'œuf fermier, c'est d'avoir un œuf très frais. Un mot de sport maintenant avec le match de l'équipe de France qui va se dérouler demain. Oui, alors l'équipe de France est déjà qualifiée, vous le savez, c'est donc l'occasion pour le sélectionneur Didier Deschamps de faire tourner son effectif. Le Pissiaquais Matteo Guendouzi, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille de 23 ans, devrait être titulaire pour ce match. Et demain dans l'émission, nous recevrons Guy Galanty, président du club de foot de Morpa, qui viendra débriefer sur ce match. Et cette émission Best of est déjà terminée. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très belle fête de fin d'année sur TV78 et à demain.